Bonjour à tous. Donc on va commencer cette conférence sur le thème donc, de l'empreinte carbone, des données ESG et surtout de RATP Dev. Donc aujourd'hui, on est deux personnes pour cette présentation. Donc moi-même, Thomas Guyot, qui suis cofondateur de Trace. Donc Trace, on est un éditeur de logiciels spécialisé dans la mesure et le pilotage d'empreinte carbone pour entreprises. Et donc Grégory Mallet, je suis directeur RSE pour RATP Dev, une filiale du groupe RATP. Voilà, et je propose à Grégory d'introduire directement, de rentrer dans le vif du sujet et de parler de l'impact des transports publics. Oui, en fait, l'introduction, l'objectif, c'est surtout puisqu'on parle des transports, effectivement, le transport représente quand même une part importante des émissions au niveau mondial, puisqu'on sait aujourd'hui que les émissions liées au transport représentent environ 15% des émissions annuelles au sens mondial, et on a à peu près 30% pour la partie France. L'idée là-dedans, c'est de dire qu'effectivement, la voiture en elle-même représente une part importante de ces émissions, et que le transport public, par définition, est une part beaucoup moindre. Donc l'objectif, et je pense que tout le monde, si vous êtes là dans la salle, c'est que vous êtes quand même au courant de ce sujet-là, mais l'objectif est quand même de valoriser et de mettre en avant le plus possible le transport public. C'est donc ce que l'on fait, nous, évidemment, au sens groupe RATP. L'objectif aussi, c'est de travailler sur tout ce qui est report modal, puisque d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris à 1,5 degré reste un objectif qui est extrêmement challenging, on va dire, et qui donc nécessiterait un certain nombre d'actions. Elles sont diverses. Certaines actions sont déjà menées. Les transitions vers des transports à énergie électrique, par exemple. Il y a des éléments aussi sur la partie des structures. Tous ces sujets-là sont des éléments qui sont connus, mais qui ne sont pas forcément au même niveau, au même endroit, selon les pays. Ouais. L'autre nécessité aussi, évidemment, c'est de doubler. Donc, un des objectifs qui a été défini, identifié, c'est de doubler la part du transport public au niveau mondial. Si on souhaite atteindre, en tout cas, c'est un des objectifs, de doubler la part du transport public si on souhaite atteindre le 1,5 degré. Ça, évidemment, c'est une projection, mais en tous les cas, l'objectif, c'est de le valoriser le plus possible et de le développer le plus possible. C'est une chose qui, aujourd'hui, en France et dans le monde, les autorités commencent à en prendre conscience. On le voit de par les frémissements qu'il y a et le nombre d'appels d'offres qu'il y a de par le monde. Maintenant, la question est surtout d'y répondre le mieux possible et avec les meilleures solutions possibles. Hop, ça marche comme ça, oui. Donc là, je vous avais mis quelques chiffres. Ce qu'il faut garder en tête, évidemment, c'est la notion aussi d'émissions liées au transport. Il faut savoir qu'en fait, une voiture en autosolisme, ça représente à peu près 150 à 200 grammes de CO2 par passager, alors qu'on est à peu près entre 10 et 40 fois moins si on parle d'un métro ou d'un train, suivant l'origine de l'énergie. Donc bien évidemment que ça va dans le même sens que je vous disais tout à l'heure, c'est que la notion d'empreinte carbone et l'utilisation et le développement du transport public reste aujourd'hui une valeur sûre, mais surtout une valeur qu'il faut atteindre. Alors si on parle des RATP Dev, je ne sais pas si tout le monde connaît RATP Dev en fait dans la salle. Levez la main ceux qui connaissaient juste par curiosité. Ah, ça fait quand même du monde un peu comme c'est bien. Ce qu'il faut savoir, tout le monde connaît RATP évidemment en France. RATP Dev, petite anecdote, il y a une quinzaine d'années, j'étais en Algérie dans une filiale qu'on avait en Algérie et on mettait en service le métro là-bas. Et j'avais dans le dos un gilet avec marqué RATP Dev Al Jazeera, qui était le nom de la filiale. Et il y avait un journaliste France Info qui était là, qui nous a alpagué avec des collègues en disant « Mais RATP, c'est RATP Paris ?» On a dit « Oui, oui ». Et en fait, à l'époque, déjà, la plupart des gens ne connaissaient pas forcément, n'étaient pas au courant que RATP, c'était pas seulement Paris. Alors c'est vrai que dans le groupe RATP, il y a le P de Paris, c'est évident, mais il faut savoir quand même que RATP, c'est bien plus que ça. Donc on est une filiale à 100% du groupe RATP. Notre rôle, finalement, c'est d'assurer la maintenance et l'exploitation de réseaux de transport public urbain. Donc ça va être du bus, du tramway, du métro, du funiculaire, du bateau, du téléphérique. On a quand même beaucoup de types de transports différents. Donc ça représente 23 000 collaborateurs dans le groupe. Donc ce n'est pas non plus un petit groupe. On a 1,9 milliard, quasiment 2 milliards, on va dire arrondi à 2 milliards, on n'est pas loin des 2 milliards de chiffre d'affaires. Et ça représente une centaine de filiales dans le monde, dont une bonne cinquantaine en France, le reste étant réparti aux États-Unis, un peu partout. Il y a une carte après qui va vous montrer ça. Donc voilà la carte d'implantation. Je
Je vous évoquais tout à l'heure la notion de développement des transports publics. Ce que l'on voit aujourd'hui, parce que la manière dont on fonctionne dans un groupe comme RATP Dev et tous les gens qui travaillent dans ce secteur d'activité, ça fonctionne très souvent par des notions d'appel d'offres, de réponse à des appels d'offres auprès des autorités organisatrices. Et donc, bien évidemment, que c'est le pouvoir public qui décide soit la création, soit le changement ensuite d'opérateur en fonction des besoins. Et donc, on est toujours extrêmement sensible et à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. On voit qu'aujourd'hui, il y a des pays où la notion de transport public n'était pas forcément très présente et qui commence de plus en plus à se développer. Bien évidemment, on peut parler de la Chine pendant des années, et la Chine étant tellement énorme que de toute façon, il y a des besoins qui sont inhérents. Mais quand on prend des pays aujourd'hui comme l'Australie, ou des villes comme Sydney, par exemple, qui sont des villes qui sont en plein développement, avaient finalement très peu de transport public au regard de la densité et de la population de la ville, de la métropole. Donc aujourd'hui, il y a énormément de projets qui sont en cours. Alors je donne l'exemple de Sydney, mais il y en a d'autres également. Donc c'est vrai que pour le coup, ce sont des projets importants, très lourds. Quand on crée un métro, on est toujours sur des sujets très très forts. Mais l'objectif qu'ont ces autorités, c'est justement d'arriver à améliorer l'empreinte qu'ils ont sur leur environnement. Après, il se trouve que selon les pays, selon les cultures, il y a d'autres éléments à prendre en considération. Je prends l'exemple de l'Australie parce que vous avez aussi la notion de respect des populations. La notion d'aborigène, par exemple, est un sujet très important pour eux. Vous avez la même chose aussi au Canada, par exemple. Donc, et en fonction de ça, en fonction des sujets que l'on traite, on a plein de facteurs à intégrer. L'autre sujet aussi, bien évidemment, c'est que quand on parle de RSE, on attaque à la fois le sujet environnement, mais aussi le sujet social et sociétal. Et quand vous êtes présent dans de nombreux pays comme cela, forcément, vous faites face à la culture des pays. Donc c'est un sujet extrêmement important. Et donc l'environnement en est un. La notion d'empreinte carbone et tout ce que cela représente, pour nous, bien évidemment, on cherche à mettre en avant l'avantage du transport public. C'est logique, c'est notre activité. Mais c'est quand même important aussi de voir qu'en fonction des cultures, en fonction des pays, en fonction de la réglementation qui est en place, eh bien, il est plus ou moins facile de s'y intégrer. Hop, on va passer là-dessus. Donc, très rapidement, là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que l'objectif que nous, pour RATP Dev, de la même manière que le groupe RATP, pour nous, en tous les cas, c'est de s'occuper à la fois de l'exploitation, de la maintenance, mais également des services que l'on peut apporter en complément. La différence avec RATP au sens EPIC, c'est que l'EPIC et donc les filiales qui sont présentes en France, c'est qu'il y a de nombreuses autres activités qui sont réalisées et de nombreuses autres filiales qui existent également au sens du groupe. Vous avez des filiales type RATP Habitat, vous avez RATP Solutions Ville, qui sont des filiales extrêmement intéressantes, qui sont très peu connues et qui finalement apportent beaucoup de solutions, et notamment en termes d'innovation, que l'on cherche nous ensuite à réutiliser, à reproduire lorsqu'elles sont évidemment, elles représentent un certain succès à travers le monde. Au niveau de notre stratégie RSE, donc au niveau de la politique RATP Dev, bien évidemment, on s'inscrit dans la politique RSE du groupe et de RATP. Donc la politique RSE a été re-signée, la nouvelle version a été signée par le président Castex l'an dernier au mois de juin. Donc, et c'est une politique qui a déjà un certain nombre d'années. Donc la RSE est présente dans le groupe RATP depuis un certain temps. Il existe une raison d'être du groupe. Ce n'est pas une société à mission, mais il y a quand même une raison d'être. Une raison d'être qui, en plus, c'est d'autant plus intéressant que c'est une raison d'être qui a été définie à la suite d'un vote de milliers de collaborateurs. J'ai plus le chiffre, pour être honnête, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y avait plusieurs milliers de collaborateurs qui ont voté. Et donc cette raison d'être, c'est vraiment une raison d'être des collaborateurs du groupe. Donc nous, à chaque fois, la phrase principale, c'est celle qui est en bleu, le fait de s'engager chaque jour pour une meilleure qualité de ville. Donc il y a à la fois la notion de qualité, la notion de ville, la notion de ville durable. Donc on est vraiment sur une notion de s'améliorer dans une notion de ville durable, à la fois sur les aspects environnementaux, mais également sociaux et sociétaux. Donc on cherche à chaque fois à couvrir les différents aspects de la vie durable. Alors, nos piliers, en fait, au niveau de la stratégie, on a 3. Le premier, bien évidemment, c'est d'accompagner nos clients, d'être au plus près de nos clients, sur les sujets, bien évidemment, liés au transport, selon les besoins, selon les exigences qu'ils ont, mais c'est aussi être capable d'identifier clairement ce qu'il y a derrière. Je vous évoquais tout à l'heure cette notion de réglementation en fonction des pays. C'est une des difficultés, on en verra après avec Trace, mais c'est une des difficultés parce que, bien évidemment, en fonction des pays, en fonction des cultures, les besoins vont être différents.
Et il faut être capable de s'adapter à ça. Je peux vous citer comme exemple ce qu'on a pu faire aussi. On exploite aujourd'hui à Doha avec le groupe SNCF Keolis. On exploite aussi à Riyad, le métro de Riyad. Ces villes-là, bien évidemment, que compte tenu de la géographie, la topographie, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à Paris ou inversement. Je vous donne un exemple simple, c'est que si le train tombe en panne, je peux vous garantir qu'au bout d'une heure, quand vous n'avez plus d'énergie, puisque les batteries sont censées durer 1 heure, au bout d'une heure, quand vous n'avez plus d'énergie, donc plus d'air conditionné dans le train, le seul moyen que l'on a, c'est d'évacuer les passagers. Parce qu'à 50 degrés, il fait très très chaud. Et même dehors, sur l'extérieur, sur les cheminements, il fait très chaud également. Donc tout ça sont des points à prendre en considération. Et donc dans les réponses que l'on fait, les défis auxquels on fait face, en termes environnementaux, en termes social, la notion de sécurité des passagers, en termes sociétal également, parce qu'on s'inscrit aussi au niveau du territoire, on doit tenir compte de tous ces éléments-là. Le deuxième sujet, ce que j'ai aussi évoqué, c'est la notion de conformité réglementaire, parce que les réglementations, si on prend l'Europe au sens RSE, on sait très bien les avantages et l'avancée qu'il peut y avoir du point de vue européen. Quand on prend l'historique du développement durable au sens mondial sur les 50-60 dernières années, on voit très bien qu'en fonction des périodes, les choses peuvent changer d'une vague à l'autre, d'une décennie à l'autre, je veux dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation européenne est quand même assez cadrée. Elle a tendance même à être de plus en plus cadrée. La CSRD, que la plupart d'entre vous, je pense, connaissent déjà, est un des sujets sur lesquels on travaille, bien évidemment. La difficulté qu'on a, c'est d'arriver à implanter, et je pense que c'est valable pour tous les groupes qui sont présents dans plusieurs pays, c'est d'arriver à implanter une telle réglementation dans des pays où la réglementation équivalente n'existe pas. Donc ça veut dire, en fait, on travaille sur la notion de culture. Culture, acclimatation, formation de ces pays-là. Le dernier point, c'est le fait d'agir au sens ville durable, parce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc là, c'est de chercher à aller au-delà de l'exigence, au-delà des besoins définis par le client, et d'apporter donc des solutions innovantes, que ce soit sur les aspects environnementaux ou sociaux. Si on prend l'exemple environnementaux, on va travailler sur des notions de recyclage, d'upcycling. Derrière moi, on a une filiale à Angers, par exemple, qui a fait l'upcycling sur des vêtements, les vêtements de sécurité de nos agents de maintenance. On les a upcyclés, on a fait des éléments, on a fait des trousses, on a fait différentes choses. Donc on a travaillé avec des ateliers locaux pour les transformer. Donc là, on était plutôt sur la notion d'économie circulaire. On a aussi d'autres sujets sur on travaille beaucoup. Par exemple, vous savez que les trains ou les métros ou autres nécessitent d'être lavés, bien évidemment, parce que sinon, vous, en tant que voyageur, vous allez vous plaindre au bout d'un moment, ce qui est logique. Mais la difficulté, c'est qu'évidemment, ça va consommer de l'eau. C'est comment arriver à limiter le plus possible cette consommation d'eau. Donc on travaille beaucoup sur tous ces sujets-là. Et bien évidemment que toutes ces activités-là nécessitent un suivi notamment des consommations. Si on prend l'exemple de l'eau, c'est des consommations. Et donc après, il faut les reporter. Donc, d'où l'intérêt justement d'avoir un outil qui nous permet de reporter tout cela. Et d'où l'intérêt, l'année dernière, lorsqu'on s'est penché sur le sujet, de trouver un outil qui puisse répondre à tous nos besoins, à la fois en termes de reporting, mais qui soit également facile d'accès et facile de compréhension. Parce que par rapport à ces notions de culture que j'ai évoquées tout à l'heure, il était vraiment nécessaire d'avoir quelque chose qui soit simple à comprendre et facile à utiliser. Au niveau de la démarche, je passerai peut-être rapidement là-dessus, mais au niveau de la démarche, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a donc une ambition et une raison d'être qui est la vie durable. On a ensuite défini ces ambitions qui sont l'environnemental, le social, le sociétal et le collectif, qui est vraiment l'axe transversal dans lequel on va retrouver des éléments type l'éthique, qui est également un sujet extrêmement fort chez nous, en tout cas dans le groupe, c'est un sujet extrêmement important. De ça, ensuite, on a découlé une vingtaine d'enjeux. Ces 20 enjeux en question, je vous montrerai une slide ensuite où on les voit un peu plus en détail. Ces 20 enjeux ont des enjeux qui ont été identifiés, votés, encore une fois, par les responsables, les principaux responsables, enfin la centaine de responsables d'RATP Dev l'an dernier, parce qu'ils répondent à des exigences et des besoins des différents pays. Et il était impensable de ne le faire uniquement en tenant compte uniquement de ce qui se passe en France et en Europe. Il était vraiment important de pouvoir prendre en compte. Alors évidemment, certains vont dire qu'il manquera peut-être certaines choses, mais en tous les cas, on arrive toujours à s'y retrouver. Et c'est surtout important parce qu'il faut qu'on soit capable ensuite de pouvoir le dérouler dans tous les pays. Tous ces enjeux s'appuient évidemment sur une notion de gouvernance, donc une organisation qui est mise en place, des outils, on y viendra ensuite, et une culture que j'ai évoquée depuis tout à l'heure. C'est un sujet également très important. Et si vous me laissez parler, je pourrais parler pendant des heures. Mais de tout cela découlent ensuite des notions d'action et plans d'action pour répondre à tout cela. J'ai évoqué tout à l'heure ces notions d'enjeux, cette vingtaine d'enjeux. On a défini ces 20 enjeux.
je pense que dans le monde du transport public, en fait, tout le monde travaille à peu près sur les mêmes bases, enfin, sur les mêmes sujets, dit de manière différente, dit approché de manière différente, mais au bout du compte, c'est la même chose. Nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a défini une notion de priorité, parce que bien évidemment, quand vous avez 20 enjeux, vous ne pouvez pas travailler sur tous les enjeux à la fois. On le fait, on essaie quand même, bien entendu, mais il y a quand même des priorités. Au niveau environnemental, tout ce qui est la réduction de l'empreinte carbone, tout ce qui est la notion de sobriété énergétique, sont des sujets extrêmement forts chez nous. Ça l'est déjà au sens EPIC, au sens groupe RATP. Ici à Paris, on le sait, et c'est quelque chose qui est mis en avant, mais on y travaille aussi fortement au sens RATP Dev. Les notions au niveau des enjeux sociaux, avec tout ce qui est la partie santé-sécurité, qualité de vie et des conditions de travail. On a classé dans la partie sociétale la partie sécurité ferroviaire et sécurité routière, parce qu'il y a aussi une notion, c'est du cœur de métier. Et puis après, les enjeux collectifs. Et ensuite, on a d'autres enjeux. Je vais aller vite parce que je pense que je prends trop de temps là. Au niveau des obligations de reporting, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc, évidemment, RATP Dev a, de par sa structure, une obligation de reporting au sens DPF, ce qui n'est pas le cas, il faut le savoir, de RATP, mais RATP le fait quand même, parce que RATP est une EPIC. Donc la RATP étant une EPIC, par définition et par réglementation, n'a pas obligation de faire une DPF, n'a pas obligation de faire un reporting, mais c'est quelque chose qui fait quand même. Encore une fois, pour une notion d'éthique, puisqu'une filiale ayant à faire, forcément, le groupe a considéré qu'il était nécessaire de le faire. Avec la CSRD, bien évidemment, les choses vont changer, en tout cas pas pour les RATP, pas pour l'instant, mais en tout cas, il y a d'autres filiales qui n'étaient pas dans le giron qui vont s'y retrouver également. Donc il faut savoir, nous, c'est qu'en fait, la RATP Dev, on avait une trentaine de filiales qui représentaient notre scope de reporting au sens 2023. La CSRD nous imposant d'avoir une équivalence de scope entre rapport financier et rapport extra-financier. Bien évidemment, vous avez compris tout à l'heure que la centaine de filiales qu'on a à travers le monde, il va falloir qu'on les intègre aussi au niveau du scope de reporting extra-financier. Donc passer de 30 à 100, c'est pas forcément chose facile, ça se fait pas en un coup de cuillère à peau. Donc on est en train de travailler dessus. Donc là, cette année, on va passer de 30 à 49. La cinquantaine de filiales qui vont nous rester pour l'année prochaine, ce sont les plus petites filiales. On va dire qu'avec 49 filiales, on est à plus de 92% du chiffre d'affaires. Donc on est en une très grosse majorité. Et la grosse difficulté qu'on va avoir évidemment l'année prochaine avec les petites filiales, c'est surtout la notion de culture, d'acculturation. Et c'est là où un outil comme Trace nous aide beaucoup. Donc voilà, c'est ce que j'ai déjà pris de l'avance sur la slide. Je te laisse la main, en fait, du coup. Oui, très bien. Alors, merci Grégory. Donc, effectivement, pour la transition, donc problématique outil, donc, je voulais juste faire une toute petite introduction pour représenter Trace. Donc, Trace, on est, comme évoqué au début, un outil à la base de pilotage d'empreinte carbone. On s'est créé en 2020. Donc, à l'époque, on avait bidouillé un outil de mesure carbone qui marchait plus ou moins. Et un jour, on a reçu dans notre boîte mail un RFP de Sodexo pour un outil de pilotage carbone, justement avec de la collecte de données dans plusieurs pays, un pilotage d'empreinte carbone au niveau filial dans tous les pays du monde de Sodexo. Et on a répondu à ce RFP. Donc on était 5, 3 associés, 2 stagiaires. Et on ne sait pas pourquoi, mais Sodexo avait confiance en nous et ils sont partis avec nous. Donc ça nous a permis de créer cette première version d'outils de pilotage d'empreinte carbone adaptés aux ETI et aux grands comptes. Et donc on s'est développé avec eux, on a commencé à signer de nouveaux clients. Et environ 1 an après, de plus en plus, les prospects et les clients nous disaient bon, votre outil carbone il est très bien, mais demain la CSRD arrive, j'ai pas forcément envie d'avoir un outil pour le carbone et un outil pour l'ESG. Donc on a commencé à intégrer ça, on a commencé à développer des prototypes dans Trace pour commencer à absorber ces données ESG. Et un jour, on a rencontré la RATP, donc RATP Dev, qui avait un RFP d'outils donc de pilotage d'empreinte ESG, avec un très gros volet carbone et avec également une problématique d'aller chercher de la donnée dans différents pays auprès d'interlocuteurs qui ne sont pas forcément experts des outils ESG. Et donc on s'est dit, ok, on coche pas mal de cases. La partie ESG, c'est encore est encore embryonnaire, et donc la RATP nous a fait confiance à ce moment-là. Et donc depuis, Trace a bien grandi. Donc aujourd'hui, on a plus d'une centaine de clients, principalement français, mais maintenant quelques clients européens avec des sièges hors de la France,
Nos clients étant des grands groupes, on a des activités internationales. Et donc, pour la petite histoire, on vient de fusionner avec la société Tenaxia, donc, qui est spécialisée dans la partie ESG reporting. Et donc, l'objectif de cette fusion, c'est de faire un outil complet qui partira du carbone à la gestion ESG au sens large, au reporting CSRD. Voilà, donc ça c'était pour la présentation. Maintenant, une petite explication de comment Trace fonctionne avant de le projeter dans le cadre d'utilisation de la RATP. Donc aujourd'hui, on va venir collecter de la donnée. Donc ça, pas de surprise, hein, des données ESG au sens large. Ça peut être des données sociales, des données de gouvernance, des données d'achat, d'énergie, de transport. Et l'enjeu, ça va être de traiter cette donnée pour venir la mettre, entre guillemets, dans les bonnes cases. Donc pouvoir ensuite extraire un bilan carbone, pouvoir extraire un reporting des PEF, demain CSRD, pouvoir également piloter des plans d'action de décarbonation ou des plans d'action sur d'autres métriques. Le tout avec en même temps une puissance de calcul et une auditabilité très importante pour répondre aux standards de reporting des grands comptes et à leurs enjeux, mais également avec une couche de simplification sur l'outil pour embarquer un maximum de personnes. Parce que demain, vos données ESG, vous allez les collecter à bas niveau. Souvent, vous allez faire contribuer plein de personnes pour la récolter. Et de la même façon, les actions de décarbonation que vous allez lancer, elles sont certes imaginées au sein de la direction RSE, mais ces actions sont toujours prises au niveau opérationnel, au niveau filial, voire au niveau usine. Donc l'outil, il y a environ 1 an et demi, on a développé cette brique ESG. Et aujourd'hui, on monte en puissance. On monte en puissance justement avec cette fusion pour la CSRD. Donc la CSRD ouvre un nouveau champ de complexité lié à la gestion de ces données ESG. Donc que ce soit en termes de nombre de filiales, mais surtout en termes de transparence de la donnée. Donc entre guillemets, demain, on ne pourra plus mentir sur ces données ESG. Il faudra savoir d'où vient la donnée, comment elle a été traitée, qui l'a collectée, etc. En prenant en plus tous les sujets d'historisation. Donc c'est ça les enjeux qu'on a voulu traiter. Et l'idée de la dernière partie, c'est de vous donner plus de contexte sur comment Trace a répondu à tous ces différents challenges ESG de RATP Dev. Voilà, donc le premier challenge, Grégory, dans votre cahier des charges et vos besoins, c'était de centraliser effectivement la gestion de données carbone et ESG et de standardiser les process de collecte, d'export et d'analyse dans une plateforme unique pour toutes ces données. Ouais, d'ailleurs, j'ai un bon exemple là-dessus aussi, je pense pour illustrer la chose, puisque Trace nous a beaucoup aidé. En fait, évidemment, vous l'avez compris, la difficulté que l'on a au niveau des filiales, mais il se trouve qu'en plus, l'objectif initial qu'on avait, c'était aussi la capacité de pouvoir éditer notre bilan carbone et de rendre ensuite les filiales indépendantes sur ce sujet-là de manière à ce qu'elles puissent mettre en œuvre leur propre process de collecte à travers le même outil. Mais on a eu certaines filiales qui nous ont demandé de prendre un peu d'avance pour différentes raisons, notamment de promotion ou autres. Et l'année dernière notamment, on a eu notre filiale à Hong Kong, puisqu'on exploite là-bas vous savez, les tramways, pour ceux qui ont peut-être déjà vu en photo ou qui sont peut-être déjà allés, mais les tramways historiques, les tramways en bois à double deck, ils appellent ça le ding-ding, et dans lequel on ne tient pas debout. Enfin, pour être toi et moi, on ne tient pas debout. Il se trouve qu'en fait, ils fêtaient leurs 120 ans cette année. Donc, il fallait, à ce titre-là, le directeur de la filiale voulait faire son bilan carbone. Donc, on a commencé à travailler sur le sujet. Et c'est là où, effectivement, cette notion de standardiser les process de collecte, on s'est rendu compte que Hong Kong, il faisait ça à l'ancienne. Donc, en fait, il y avait des papiers de partout, il y avait des cartons. Donc, il a fallu qu'ils aillent chercher dans les cartons. Et donc, il a fallu vraiment, on est parti vraiment de zéro, quasiment, pour essayer de mettre en place le process de collecte des données. Et là, c'est vraiment, pour le coup, c'était vraiment une vraie collecte. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment allés chercher dans les cartons, chercher les données pour rentrer les données sur 2-3 dernières années. Et donc, ça a permis ensuite de dépoussiérer une partie des éléments. Donc, c'est un exemple, mais qui est un exemple parmi tant d'autres. On a, nous, la difficulté aussi, vous l'avez compris, j'imagine, c'est que toutes les filiales, en plus, cette centaine de filiales, on a des filiales qui font 1500, 1800 personnes, quand on a des gros réseaux. Et puis, à côté de ça, on a des filiales qui font 20, 30 personnes. Donc, forcément, quand vous adressez à des filiales de 1800 personnes, ce n'est pas la même chose qu'à des filiales de 20 personnes. L'organisation qui est en place n'est pas du tout la même. Les 1800 personnes, vous avez un département entier, une direction entière, qui a la capacité de pouvoir des gens en face de vous qui répondent, qui savent de quoi on parle quand on parle d'environnement, quand on parle de développement durable, quand on parle RSE. Ils savent de quoi on parle.
La filiale de 20-30 personnes, déjà, s'il y a une personne qui sait déjà de quoi on parle quand on parle de RSE, on est déjà content. Donc forcément, il y a cette notion-là. C'est aussi pour ça que j'évoquais tout à l'heure la notion d'acculturation. Et ça va être un autre challenge parce que c'est l'année prochaine que ces filiales-là vont devoir s'intégrer. Mais on l'a déjà fait avec les filiales cette année, les 30 filiales que j'ai évoquées précédemment, où on a travaillé, on a mis en place l'outil, on a mis en place des webinaires. Donc Trace est venu nous supporter sur le sujet. Et pour information, on recommence encore cette année parce que vous l'avez compris, d'année en année, on a de plus en plus de filiales. Donc il faut recommencer à chaque fois la démarche pour expliquer ce que c'est Trace, ce que c'est que la RSE et surtout ce que c'est que pourquoi est-ce qu'on fait ça. Parce que la grande difficulté aussi, c'est de leur faire comprendre pourquoi on fait ça, parce que s'ils ne comprennent pas, ils ne feront pas. Donc ça, c'est la notion de culture. Mais cette notion de support, elle est importante pour nous parce que le fait d'avoir des gens qui soient capables de pouvoir répondre à toutes les questions, de pouvoir voir des fois en fonction des filiales où il y a des fois des organisations spécifiques, être capable de s'adapter par rapport à cela. Et c'est ce que Trace a fait l'an dernier. Quand j'ai évoqué tout à l'heure Hong Kong, où il y a des réunions spécifiques avec les gens là-bas, enfin à distance évidemment, mais pour pouvoir travailler avec ces gens-là, pour être capable de pouvoir dire quels sont vos besoins et comment est-ce qu'on peut vous aider et de quoi nous on a besoin pour à terme être capable de pouvoir sortir un bilan carbone. Donc c'est ce qu'on a fait. On l'a fait aussi pour Angers, parce qu'eux pour le coup étaient plus avancés sur l'organisation. Et maintenant on est capable effectivement, pour toutes les 30 filiales, on est capable de le faire et on le fera à terme. L'objectif c'est de pouvoir être capable, chacune des filiales, dès lors qu'elle a mis en place le process qui va bien, être capable de pouvoir sortir son bilan carbone. Et donc c'est ce que Trace nous permet à travers l'ensemble de la collecte des données. Un des avantages aussi à signaler aussi, mais je ne sais plus si c'est prévu après, mais c'est l'ergonomie. Ce qui est important, finalement, c'est vraiment la capacité à pouvoir utiliser facilement l'outil. Comme vous l'avez compris, les grosses filiales, ce n'est pas un problème, mais nos petites filiales, par exemple, quand on a des gens qui ne sont pas forcément formés, qui n'ont pas forcément les compétences, il faut que vraiment l'outil soit le plus simple possible à utiliser. Et c'était un des gros avantages. Et c'est vraiment le retour d'expérience qu'on a eu à l'utilisation de l'outil, c'est que tous les gens qui l'ont utilisé nous ont tous dit, effectivement, l'outil est très facile à utiliser. Voilà. Alors là, on avait fait une petite slide pareil pour expliquer un peu le process de collecte. Donc, comme on l'évoquait, l'enjeu, c'est d'avoir un seul outil pour tout collecter. Et donc, effectivement, ce qu'on a fait avec RATP, c'était de définir la liste de tous les critères, de tous les KPI qu'on va vouloir collecter dans l'outil. Et ensuite, une fois qu'on a collecté toutes ces données, en fait, on va être capable d'alimenter plusieurs analyses avec ces datas-là. Donc l'idée, c'est typiquement, demain, vous répondrez à la CSRD, c'est pas de recollecter la donnée à chaque fois si vous voulez répondre à la CSRD, EcoVadis, la DP2F, etc. Mais c'est de collecter toutes vos données environnementales, sociales et de gouvernance, et ensuite d'alimenter, en fonction des besoins, ces différents reporting avec la plateforme, et de pouvoir évidemment les visualiser au travers de différents dashboards ou analyses. Ensuite, alors le deuxième challenge, alors ça je pense que c'est vraiment le challenge caractéristique de RATP Dev, c'est la modification des périmètres dans le temps. Donc évidemment les périmètres, les entités qui évoluent, qui s'ajoutent, qui disparaissent côté RATP Dev, le fait qu'il y ait plus de collaborateurs, plus de données à collecter chaque année, une granulométrie qui augmente, etc. Voilà, les facteurs d'émission qui changent aussi sur le carbone. Donc voilà, ça c'était le deuxième challenge pour RATP. D'ailleurs, à ce titre-là aussi, l'avantage justement d'être hyper flexible, c'est que quand on a démarré la campagne de collecte de données l'an dernier, on a eu, au départ, on avait eu tendance à faciliter les choses, à simplifier les choses, en mettant un interlocuteur, parfois pour un groupe de données. Je donne l'exemple des États-Unis, par exemple, on avait 3 filiales là-bas qui devaient collecter, et on avait un seul interlocuteur. Et au bout d'une semaine, même pas, la personne qui était en charge de ça nous a demandé s'il était possible de pouvoir multiplier les interlocuteurs parce qu'elle était submergée de demandes et elle était incapable de pouvoir suivre. Donc c'est là où effectivement l'outil nous a vraiment aidé parce qu'il nous a permis de pouvoir générer assez facilement des profils et donc de pouvoir répondre aux besoins et surtout être sûr et certain qu'on collecte la donnée au bon endroit et au bon moment. Et peut-être pour compléter également ce point, qui est d'ailleurs lié à la RATP, mais à toutes les autres entreprises, un des vrais challenges lors de ces collectes de données, que ce soit sur l'ESG ou sur le carbone, qui est notre cœur de métier initial, c'est effectivement l'évolution de ce périmètre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une entreprise à l'instant T, vous ne serez pas la même entreprise à l'instant T plus 1. Donc votre périmètre va évoluer, vous aurez plus de données à collecter, et du coup, dans une logique de réduction de l'impact,
comment vous faites pour comparer un périmètre AT+1 et un périmètre AT quand vos filiales ont changé, votre méthodologie a changé. Et ça c'est une vraie complexité inhérente. Et je pense que là-dessus, les outils peuvent apporter de la valeur par rapport à des Excel, où il faut avoir plusieurs versions de ces fichiers-là pour tout maintenir en parallèle. Donc, oui, c'est vrai que la flexibilité aussi là-dessus était importante, c'est vrai. Parce que les contrats qu'on a sont des contrats qui ont une durée définie, mais après, forcément, qui sont soumis à un renouvellement. Et dans ces cas, on ne sait jamais à l'avance si on va être renouvelé ou pas. Et d'une année sur l'autre, en fait, il est toujours difficile de connaître notre périmètre, comme tu disais. Donc, il faut être assez flexible. Et en plus, il se trouve que d'une année sur l'autre, on gagne également, ou on perd des contrats. Et donc, ce périmètre-là évolue. Donc, il est important pour nous d'être capable, c'est vraiment cette notion de flexibilité. Il faut qu'on soit vraiment capable de pouvoir gérer, je ne dirais pas en temps réel, mais quasiment en temps réel, les besoins. Même si la collecte, au bout du compte, la collecte définitive se fait en fin d'année ou en début d'année, dans tous les cas, pour la notion de reporting pure. Mais l'objectif aussi, c'est de pouvoir faire en sorte que cet outil soit également un outil de support et d'aide pour les filiales dans sa notion de suivi en termes de bilan carbone. Et puis pour le reste, d'ailleurs, on parle de bilan carbone, mais il y a aussi le reste, d'ailleurs, parce qu'on a aussi les autres données. Je sais pas, on n'a pas évoqué ça d'ailleurs, je ne sais plus si c'est évoqué ensuite. Mais un des sujets aussi qu'il faut savoir, c'est que, initialement parlant, quand on avait pris Trace, c'était vraiment sur l'aspect environnemental. Et comme a évoqué Thomas tout à l'heure, c'est vrai qu'en discutant avec eux, il se trouve que le timing était plutôt bon. Et donc, finalement, d'un outil qui était initialement uniquement environnemental, c'est devenu un outil ESG. Donc, il y a eu vraiment un intérêt pour nous, parce qu'en plus, c'est vrai qu'au niveau social, les données RH, la collecte de données RH n'est jamais une chose simple. Il se trouve qu'en plus, nos collègues du côté RH étaient en pleine recherche d'un outil. Donc, l'outil Trace, en attendant, permettait de répondre à beaucoup de besoins. Donc, ça nous a permis de répondre à la fois aux exigences de reporting, côté au sens DPEF, NFRD, mais également sur la partie sociale pure. Hop, alors j'ai zappé ces slides, mais pour vous donner en gros, c'est par rapport à la simplicité de collecte, mais c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, dans vos différentes analyses, vous allez devoir, par exemple, je prends l'exemple de la CSRD, lorsque vous allez collecter vos données de déchets, vous allez vouloir, avec ces données de déchets, alimenter à la fois votre reporting CSRD et à la fois votre bilan carbone. Vous n'avez pas envie de collecter la donnée deux fois pour alimenter ces deux analyses. Et ce qu'on a également fait avec la RATP, c'était donc d'identifier ces données et de réaliser les bons branchements sur les différentes métriques pilotées par la CSRD, environnementale ou sociale. Alors le troisième challenge qui est à mon avis mon préféré pour RATP, c'est effectivement, on l'a déjà évoqué, c'est de s'assurer de l'adoption de la plateforme par des équipes non expertes. Aujourd'hui, vous avez beau avoir la meilleure plateforme du monde, si personne l'utilise, ça ne sert à rien. Donc ça, c'était un des gros challenges RATP. Voilà. Et j'espère qu'on a pu les aider sur ce sujet. Oui, c'est un sujet aussi qui était, je l'ai évoqué à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, mais c'est un sujet sur lequel on était extrêmement sensible. C'était vraiment la capacité de pouvoir avoir quelque chose qui soit facile de compréhension, facile d'utilisation, et qui nous permette à terme d'avoir des données fiables. Alors, pour être honnête, on n'a pas non plus été parfait de notre côté, parce que bien évidemment, quand vous évoquez des sujets de management version européenne ou version américaine, par exemple, la compréhension de ce que c'est qu'un cadre, par exemple, n'est pas la même d'un côté et de l'autre. Donc c'est vrai que le guide de reporting est extrêmement important, et la notion de formation et de sensibilisation des personnes qui vont répondre aux questions est aussi importante. L'avantage, par contre, c'est qu'un outil comme celui-ci est composé de questions. Les gens ont juste à répondre à des questions qui concernent des sujets qu'ils traitent tous les jours. Le seul point, c'est qu'évidemment, vous leur demandez de traiter un sujet qui collecte peut-être une fois dans l'année. Des fois, c'est fait on va dire au fil de l'eau. Mais leur demander de poser une valeur, c'était un sujet qui était un peu bloquant pour eux parfois, parce que effectivement, ça imposait de mettre en place des process. Il y a un sujet qui est à venir aussi, je pense, dans les années à venir. Pour ceux qui ont le sujet aussi, c'est la notion d'achat responsable, par exemple, parce que les process achats existent, mais sont différents des fois. Donc, quand vous avez plusieurs filiales, ils peuvent être différents, parce qu'il y a des réglementations qui sont parfois différentes. Et donc là, le fait d'imposer, l'avantage d'avoir un outil commun, c'est que ça vous impose des notions de process à mettre en œuvre. Et comme je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, et c'est aussi un aspect très fort, c'est que 13, quelque part, on s'est rendu compte aussi que ça nous servait de vecteur de propagation et de sensibilisation sur les sujets RSE.
Il se trouve que la RSE a été définie l'an dernier par RATP-Dev comme un des piliers de la transformation. On a 8 piliers, et dont l'un qui est l'aspect RSE. Et au début, on ne savait pas trop comment l'aborder. Il se trouve que l'outil nous a permis d'aborder beaucoup plus facilement cet aspect-là. Parce que le fait d'avoir un outil, le même outil dans 30 filiales différentes, dans un premier temps, eh ben, les gens savaient de quoi on parle. Pourquoi est-ce qu'on vient les embêter sur quelle consommation d'eau, quelle consommation de gaz, quelle consommation de fuel, quelle consommation d'électricité, quelle est la nature de l'électricité que vous utilisez, quel type de pneus vous mettez en œuvre. Tout ça, ce sont des sujets qui, pris à brûle pour point, les gens vont regarder et disent pourquoi tu nous demandes ça. Ben, c'est vrai qu'au bout du compte, quand on leur dresse le bilan, qui est finalement le résultat de tout ça, il y avait un vrai intérêt et une notion de sensibilisation. Alors je ne dis pas non plus que c'est la panacée, parce que sensibilisation suivant les pays, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est plus ou moins compliqué. Encore une fois, je ne vais pas casser du sucre sur le dos des Américains, mais quand vous avez, mes collègues américains, quand vous allez parler environnement aux États-Unis, sur les côtes, ça passe encore, mais au centre du pays, c'est beaucoup plus compliqué. Moyen-Orient, il y a des choses qui sont en place, mais après, c'est une façon d'aborder un peu différente. Mais encore une fois, selon les continents, selon les cultures, la manière d'aborder est différente. Et donc, le fait d'avoir un outil identique permet en tout cas de recentrer le débat et, au bout du compte, de sortir une même donnée. Voilà. Quatrième challenge, également, donc c'était très important pour RATP. Donc là, on a parlé sur les étapes d'avant. Les challenges précédents, c'était vraiment comment je mesure, comment je collecte ma donnée ESG de façon exhaustive. Et l'étape d'après, c'est de réduire. Et donc, un des enjeux de la RATP, c'était comment j'arrive à modéliser, à piloter des plans d'action et des objectifs au niveau des RATP-Dev, et donc par filiale. Parce que ces plans d'action vont être portés par les différentes filiales et entités de RATP-Dev. Et sur ce point, on a fait un gros travail de modélisation, donc de trajectoire et d'action, pour justement embarquer au maximum ces filiales dans des plans d'action. Oui, tout à fait. C'était un des critères aussi qu'on avait mis en œuvre, c'était le fait de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, quand on cherche à sensibiliser, à former les gens, il faut aussi qu'ils comprennent. Parce que vous avez des gens qui sont sur le terrain, qui sont, je vais utiliser l'expression, la tête dans le guidon. Quand vous leur demandez de transmettre des données ou des actions, à mettre en place des actions, s'ils ne comprennent pas pourquoi on fait ça et à quoi ça va servir. Donc le fait de pouvoir simuler le résultat à terme de telle ou telle action, ou se définir un objectif en disant voilà, je veux réduire ma consommation, je veux réduire mes émissions de carbone, ou je veux réduire une notion de consommation d'électricité, qu'est-ce que je peux faire pour réduire ça? Donc évidemment, je vais faire l'analogie avec quand vous faites votre recherche de crédit ou de prêt immobilier. Les plateformes bancaires, en général, ont toujours vous savez, ces petits outils qui vous permettent de jouer sur les taux, sur les durées, etc. Là, c'était un peu la même idée. C'est qu'en fait, en travaillant sur ça, on arrive à définir un ou deux critères qui sont importants pour la filiale en question et qui peuvent être différents d'une filiale à l'autre, même si, bien entendu, qu'il y a des objectifs qui sont définis et des feuilles de route qui sont relatives au sens groupe. Mais dans le même temps, on doit également tenir compte des aspects locaux, notamment du besoin du client en local. Et pour rappel, nos clients, en règle générale, ce sont des autorités organisatrices. Donc, grosso modo, sur un pays, ça va être un ministère, ça va être une émanation d'un ministère, ça va être un ministère de l'Intérieur, des fois aussi. Des fois, c'est un peu plus complexe à gérer, mais ça se fait aussi. Donc, c'est souvent très politique. Donc, et notamment le transport, bien évidemment, et même en France d'ailleurs, le transport est toujours un des premiers sujets qui est évoqué lorsqu'on parle d'élections, par exemple. Donc, c'est éminemment politique par définition. Et donc, le fait de pouvoir être capable de montrer ensuite à notre client que ce que l'on fait, dans quel sens on le fait, pourquoi on le fait, ça a aussi un réel intérêt. Ça a un double intérêt aussi, c'est qu'il faut savoir aussi que dans la manière dont on fonctionne, la plupart des infrastructures ne nous appartiennent pas, puisque comme vous l'avez bien compris, nous sommes uniquement exploitants, mainteneurs exploitants de biens qui ne nous appartiennent pas. Ce qui veut dire qu'en l'occurrence, les propriétaires sont les autorités, et dans ces cas-là, l'objectif, c'est qu'évidemment qu'on leur maintienne, et deux, que si nécessaire, qu'on le rende dans le meilleur état possible, voire qu'on l'améliore. Donc, quelle meilleure manière de faire que de pouvoir montrer à travers une simulation qu'on est capable de faire et qu'on a même amélioré la situation par rapport à l'état dans lequel on l'a donné au début. Et c'est vrai que pour compléter cette partie simulation qui est très importante, que ce soit pour RATP ou pour d'autres clients, souvent, la première chose qu'on nous dit lorsqu'on va parler avec des entreprises, justement, ces sujets de plan de transition, c'est bon, j'ai un plan de transition, je l'ai fait il y a 2 ans avec
tel cabinet de conseil, on a toutes les actions, on va atteindre la trajectoire SBTI. Très bien, qu'est-ce que vous avez mis en place? Grosso modo, rien. Et pourquoi ils ont du mal à engager ces plans de transition? C'est que, comme on l'évoquait, ces plans sont faits au niveau opérationnel, et la réalité opérationnelle n'est pas la même qu'au niveau de la direction RSE d'un groupe. Et donc, ce qu'on a mis en place dans la partie plan d'action, c'est vraiment de pouvoir simuler une action d'un point de vue impact carbone, mais également d'un point de vue coût. Donc, typiquement, je prends un exemple simple, typiquement RATP. Demain, on a des bus thermiques. Aujourd'hui, on a des bus thermiques. Demain, on veut acheter des bus électriques. On veut les remplacer par les bus électriques. Si je connais la consommation de mes bus thermiques, je peux savoir quel va être le gap en termes de réduction d'émissions si je remplace X% de la flotte par des véhicules électriques. Et en parallèle, je connais le prix d'un bus électrique, je connais le prix de l'électricité et je connais le prix du diesel. Et donc, je peux également estimer, en fonction de la couverture de bus électriques que je veux mettre en place, les gains financiers, les capex en année 1 de l'achat de ces bus et les gains financiers associés à ces actions. Et donc, si vous êtes capable de faire ça, ça veut dire qu'entre guillemets, vous donnez les clés du plan d'action à toutes vos filiales. Elles vont choisir les actions pertinentes vis-à-vis de leur marché et elles auront une vision impact et une vision coût de ces éléments. Donc, une fois qu'elles ont ça, entre guillemets, elles ont quasiment juste à aller voir la direction générale et à signer en bas de la page pour engager un plan d'action. Et à la fin, ça permet d'embarquer toutes les filiales et d'avoir pour le groupe une vue consolidée de tous les plans d'action qui ont été lancés au niveau des filiales. Et donc un pilotage bien plus facilité de cette partie plan de transition. Et alors je vois qu'il nous reste 5 minutes, donc je vais vraiment accélérer, il nous reste juste cette slide. C'était donc toujours cette partie valorisation de l'impact, mais sur les appels d'offres, qui est liée à l'activité de RATP Dev. Je pense que tu as déjà répondu en partie, de toute façon, dans tous les cas, parce que c'est vrai que la notion de capacité de pouvoir fournir des preuves, soit chiffrées à travers des graphiques, de ce qui a été mis en œuvre ailleurs, dans un premier temps, ou de ce qui est mis en place éventuellement s'il s'agit d'une reconduction. C'est en plus différent si on s'arrête dans un appel d'offres, si c'est du greenfield ou du brownfield. Notre objectif, comme vous l'avez compris, à travers la stratégie que l'on a, c'est d'être capable de pouvoir répondre, même d'aller au-delà de cela. Et donc, pour pouvoir aller au-delà, il faut être capable de pouvoir mesurer et donc ensuite de pouvoir expliquer notre progression et dans quel sens on va. Et donc, c'est là où l'outil et la simulation de l'impact que l'on a sur quelques sujets que ce soit, et notamment sur la partie évidemment environnementale, mais même sur certains sujets sociaux après à terme. Mais l'idée, c'est surtout sur la partie environnementale d'être capable de dire voilà ce qu'on a fait ou voilà ce que l'on compte faire et voilà sur quoi on se base. Parce que évidemment que la notion de réponse à appel d'offres et donc du process qui est lié, il faut être capable de pouvoir étayer nos affirmations. Et c'est là où l'outil nous sert énormément. Voilà. Alors, je pense qu'il nous reste le temps pour une ou deux questions. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Est-ce qu'on a des questions dans l'audience? Bonjour. Alors, donc, je vais répéter la question pour que tout le monde entende, mais effectivement, c'est au niveau de la donnée qu'on va récupérer sur la value chain. Quel outil on met en place? Est-ce qu'on a des outils blockchain pour récupérer de la donnée tracée, qualitative sur... Alors, c'est une très bonne question, on nous la pose très souvent, effectivement, cette donnée value chain. La plupart du temps, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de repousser un peu cette question. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on est dans un... Les entreprises commencent leur transition bas carbone, elles commencent à faire leur premier bilan carbone, à engager leur première trajectoire. Et donc, ce qu'on leur suggère, c'est commencer déjà à avoir une baseline bilan carbone figée, avec des mesures précises, des données fixes, des sources de données qui ne changent pas d'une année à l'autre. Et lorsque vous avez déjà cette première base bien établie, alors là, on peut commencer à aller regarder pour récupérer de la donnée ailleurs. Donc aujourd'hui, on n'a pas de solution de blockchain. Par contre, on a des clients qui effectivement veulent aller piocher de la donnée justement auprès d'acteurs de traçabilité qui peuvent fournir cette donnée afin d'enrichir l'analyse du bilan carbone.
c'est basé sur des processus algorithmiques ou comment ça marche? Alors, quand vous dites prédictif, c'est au sein de l'outil au global ou c'est simplement sur le prévisionnel des émissions futures? Oui, ce qu'on a vu à la fin sur effectivement le prévisionnel, anticiper le futur. Ouais. Alors, on n'utilise pas l'intelligence artificielle. En gros, le prévisionnel futur que vous voyez est basé principalement sur 3 éléments. La première chose, c'est votre prévision de croissance. Donc, dans l'exercice qu'on réalise au début avec les entreprises, on va vraiment venir collecter la donnée de façon très granulaire, c'est-à-dire que la petite matière première que vous avez achetée dans telle usine, on a la quantité et on la rentre dans Trace. Donc, vous allez pouvoir simuler votre croissance et dire qu'est-ce qui se passe si je fais 2% de croissance par an? Qu'est-ce qui se passe si j'augmente ces achats de 2%, etc. Donc ça va nous donner déjà une courbe qu'on va appeler de business as usual, qui vous donne la base de qu'est-ce qui se passe si je fais rien. Ensuite, la deuxième chose que vous allez intégrer, c'est ce qu'on appelle les facteurs exogènes. Donc demain, vous êtes au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni s'est engagé en 2050 à être carbone neutral sur les transports. Vous allez peut-être vouloir l'intégrer dans votre modèle, de dire en fait en Angleterre, les transports, c'est 0 en 2050. L'Allemagne a prévu de réduire de x3 le mix énergétique de son pays. Donc ça, c'est la deuxième couche qu'on vient rajouter dans la modélisation. Et ensuite, la troisième couche, c'est simplement des opérations, c'est des produits en croix, entre guillemets, entre ce que vous avez dans votre bilan carbone et les hypothèses qu'on va prendre. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je remplace mon bus thermique par un électrique? Si vous êtes un industriel, qu'est-ce qui se passe si je remplace de l'aluminium neuf par l'aluminium recyclé? C'est des éléments dont on connaît le facteur d'émission et donc on vient faire du produit en croix. Donc on n'a pas d'intelligence artificielle sur cette partie prescriptive et notamment je pense que ce serait mal vu des auditeurs parce qu'on est de plus en plus challengé justement sur ces prévisions. C'est demandé notamment dans le cadre de la CSRD sur le SRS E1.3 et donc les auditeurs, lorsque le client leur dit « Regardez, je vais faire moins 40%, très bien, d'où viennent ces chiffres? Quel est le calcul derrière? Comment sont faites les opérations ?» Et donc là, si on leur amenait une boîte noire d'intelligence artificielle, je ne pense pas qu'ils seraient très satisfaits. Une dernière question, je pense. Oui, très rapidement, je reviens juste un petit peu sur ce qu'on a dit sur les données sources. Et justement, vous parlez de culture, la difficulté. Les données que vous récoltez, elles sont traitées ou par les opérateurs avant, ou c'est des données très sources en fait? Et votre système va les... Je sais pas, par exemple, c'est des volumes, et vous avez une grille, et à partir des volumes, vous allez calculer à partir de votre grille, ou c'est les opérateurs qui vont calculer directement, par exemple, le volume de carbone? En fait, ça va dépendre des filiales. C'est-à-dire qu'il y a certaines filiales qui ont de la chance, notamment les plus grosses, et qui ont des outils de relève automatique. Ouais. Dans ces cas-là, on fait appel, on connecte les données, les remontées de données. Mais il y en a encore beaucoup, malheureusement, où effectivement c'est la donnée manuelle, c'est la saisie manuelle. Et c'est là en fait où il y a un autre gros challenge que je n'ai pas évoqué, mais qui est la notion de remontée automatique, et donc notamment de data lake et tout ce qui tourne autour, qui est un gros sujet sur lequel on a une grosse pression de la part de nos collègues opérationnels, parce qu'évidemment, ils voudraient éviter d'avoir à saisir 2 voire 3 fois la même donnée. D'accord, merci. Je pense qu'on arrive au bout. Merci à tous, merci pour votre attention et d'être venus à cette présentation.